Eh bien le bonjour, ici Django. On va parler aujourd'hui d'un truc qui m'intéresse beaucoup, que j'aime bien suivre. C'est tout l'aspect business autour des jeux vidéo. Là par exemple, on va attaquer un article qui, donc c'est sur Kotaku. Pareil, ce sera traduit du coup en français, donc il y aura peut-être quelques petites erreurs de traduction. Qui va tabler sur les coûts de développement des jeux de blockbuster, donc les gros triple A, qui deviennent hors de contrôle. Et ça, en fait, vous allez voir dans l'article plus tard, la différence entre les jeux sortis il y a 10 ans et les jeux qui sortent maintenant, en termes de budget, c'est incroyable. On arrive quand même à des gros blockbusters de cinéma, au niveau des budgets. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, comment ça prend de l'ampleur. Mais après, en même temps, il faut réfléchir. Les jeux sont développés pendant, en moyenne, 4 ans, allez, on va dire, 3, 4, 5 ans, pour la moyenne des jeux. Donc vous imaginez, tous les mois, tous les jours, payer des gens comme ça, bam, parce que comme d'habitude, c'est les salaires qui coûtent le plus cher. C'est pas les technologies, c'est pas... voilà, c'est les salaires des gens, c'est la main d'œuvre. Et ça, comme dans tous les métiers. Mais quand vous avez des studios qui ont 6, 7, 800, 1000 personnes, des fois, 1000 personnes, à payer sur des années, c'est incroyable. C'est incroyable. Allez, on attaque. La production de jeux à gros budget, donc les triple A, ne se sent pas durable depuis un certain temps maintenant, et toutes les preuves indiquent que les grands blockbusters ne deviennent plus chers dans les années à venir. Le témoignage de la lutte réglementaire sur l'acquisition Activision Blizzard King, bordel, c'est ceux qui sauvent l'entreprise quand même, par Microsoft montre que les éditeurs de jeux dépensent plus que jamais pour faire de nouvelles entrées dans leurs plus grandes franchises. De Call of Duty à Grand Theft Auto 6, un éditeur affirme même avoir dépensé plus d'1 milliard de dollars pour une version récente lorsque les coûts de production et de marketing sont pris en compte. Je sais pas quel jeu c'est. Je sais pas quel jeu c'est. Mais déjà, à l'époque, si je me souviens bien, le jeu le plus cher en termes de développement, hein, donc sans le marketing, etc., juste le développement, c'était Red Dead 2, il me semble. Et RDR 2, il était à 500 millions, je crois. 300 millions 400. Je sais plus. Mais on s'approchait quand même dangereusement, enfin dangereusement non, on s'approchait beaucoup du demi-million, du demi-milliard, pardon, de dollars de développement. Et il me semble que Cyberpunk avait battu ce record avec un développement où en fait, je vais vous dire des conneries, hein, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Admettons, ils ont développé le jeu pour 200 millions et ils ont mis derrière 300 millions de marketing, je crois. Ils ont mis plus en marketing qu'en développement du jeu. Et c'est peut-être ce qui explique hein, justement tout le bordel qu'il y a eu à la sortie de Cyberpunk, hein. Mais déjà, quand on réfléchit, le marketing de Cyberpunk, il était quand même archi hardcore, quoi. Et puis quand, à la fin, ils ont retardé le jeu pour la dernière fois, donc hein, la 10 000e fois qu'ils ont retardé le jeu, mais le dernier report, rappelez-vous, si jamais vous l'avez vu passer sur les réseaux ou dans d'autres vidéos, ils ont quand même été obligés de changer les affiches de promotion du jeu, qui étaient partout dans le monde, parce que du coup, la date était plus la bonne. Le jeu était annoncé en novembre, je sais plus quand, mais en novembre. Ils l'ont repoussé de 3 semaines ou d'un mois quasiment pour le sortir le 10 décembre 2020. T1. Non, 2020. Le 10 décembre 2020. Et, euh, et au final, bah, ils se sont fait baiser parce qu'ils ont dû changer toutes les affiches. Parce que la sortie, quand ils ont retardé jusqu'en décembre 2020, bah, elle était encore marquée sur toutes les affiches partout, sur les bus en Angleterre, aux States et tout. C'était encore marqué pour novembre. Donc ça coûte une blinde, c'est incroyable. Bref, voilà, c'est la petite parenthèse, hein. La récente décision de la Competition Market Authority, donc la CMA du Royaume-Uni, de bloquer la fusion de Microsoft a été accompagnée d'un rapport de 418 pages. Faut qu'ils justifient leur salaire, les cocos, hein, décrivant ses recherches et son raisonnement, y compris une section consacrée au coût de développement du jeu toujours croissant. Il cite une recherche de la société d'analystes du marché IDG qui prévoit que les budgets de jeux à succès passeraient d'une moyenne de 50 à 150 millions de dollars. La dernière génération de consoles a plus de 200 millions de dollars pour les jeux sortis au cours des deux prochaines années. En 2014, il était plus proche de 60 millions de dollars. 60 millions, c'est le budget du Astérix qui pue du cul, là, le Astérix de Guillaume Canet. Voilà, c'est 60 millions. Et c'est un gros film.
Enfin, un film assez cher, en tout cas pour un film français. C'est un film hyper cher. Mais c'était déjà ce que coûtaient les jeux à l'époque, il y a 10 ans. Vous vous rendez compte, maintenant, ça peut monter jusqu'à 200 millions pour les jeux sortis au cours des 2 prochaines années, comme c'est écrit. Et ça, en fait, genre, et c'est pas les deux... Enfin, au cours des 2 prochaines années, je pense que c'est au cours des 2 dernières années. Et à mon avis, hein, je mets ma main à couper, c'est surtout les exclus. Un God of War, avec beaucoup de marketing, beaucoup de développement, etc. Comment ça s'appelle mince, la grosse sortie qu'il y a eu aussi, là. Hogwarts Legacy. Donc Hogwarts Legacy, c'est pareil, ça a dû coûter une blinde. En soi, le développement, je pense qu'il a pas dû coûter si cher que ça. Surtout que Warner déjà possède déjà à la base la licence Harry Potter. Mais c'est surtout le marketing. On l'a vu de partout. De partout le jeu. C'est incroyable. En fait, je pense que c'est ça surtout la différence, c'est que le marketing a grimpé en flèche, quoi. Les grosses sorties, ils bombardent en marketing, c'est incroyable. Et en plus, la plupart du temps, les jeux qui sortent, ils sont tout... Enfin, pas terribles, quoi. Coucou Hogwarts Legacy. Hein. L'IMC faisant référence au rapport écrit. En outre, le rapport indique que certaines franchises AAA comme Call of Duty ont des budgets de développement déjà supérieurs à 300 millions de dollars et que le prochain GTA et d'autres futurs mâts de tente devraient également atteindre 250 millions de dollars ou plus. Activision est également cité dans ce rapport en disant une référence à Call of Duty. Nous devons faire tellement de contenu pour Call of Duty que nous ne pensons même plus nous appuvoir. Ok. Sur un studio principal. Ah, nous appuyer, je pense. Voilà. Nous appuyer sur un studio principal. Maintenant, nous avons besoin de près d'un studio et demi principal pour chaque Call of Duty annuel. Ce genre de pression sur la bande passante nous oblige à utiliser de plus en plus d'externalistes. Je ne vois pas que cela change de sitôt. Ouais, en gros, les jeux sont tellement importants à développer et ils ont besoin de tellement développer de contenu. Bon, pour Call of, voilà, vite fait. Qu'en fait, ils arrivent même plus à combler leurs besoins avec un seul studio. Ils sont obligés de prendre plusieurs studios. Et il me semble chez Activision, de mémoire, il y a Treyarch qui s'occupe de Call of. Hein. Treyarch, Infinity Ward, et il y a Raven, je sais plus quoi. Pas Raven Software. Merde, comment il s'appelle Ah, je sais plus. Le troisième studio, là. Je sais plus. Mais en gros, donc ça se trouve, ils prennent à chaque fois des moitiés comme ça. Et c'est pour ça que je pense que les jeux ont de moins en moins d'identité, du coup. Parce que si on suit ce qui est marqué, ça se peut qu'Infinity Ward développe, par exemple, le principal d'un Modern Warfare, et que la moitié de Treyarch vienne aider Infinity War. Infinity War. Qu'est-ce que je raconte J'ai jamais regardé Avenger. Mais merde, viennent aider Infinity Ward. Donc, bon bref, je sais pas, je me suis perdu dans mon explication, au secours. Les régulateurs citent ensuite des témoignages d'autres éditeurs sur leur propre franchise à succès qui renforcent cette tendance. Bien que certaines gammes différentes, elles montent toutes. Putain, et les traductions, quand même, à l'œil, hein. Un éditeur a déclaré qu'il dépensait 164 millions de dollars en coût de développement avant le lancement et 55 millions de dollars en marketing. Pas pour tous les jeux, hein. Un autre éditeur a déclaré que les budgets variaient de 80 millions de dollars à 350 millions de dollars. 3 x 8, 24, 4 x 8, 32, c'est quasiment 4 fois le prix en fait. Ça varie du simple au quadruple. Avec des coûts de marketing allant jusqu'à 310 millions de dollars pour les plus grands jeux. Voilà. Coucou Cyberpunk, coucou... Bon, peut-être pas Hogwarts Legacy, mais bon, coucou Cyberpunk, hein, on s'en rappelle de vous. Donc vous voyez, j'avais pas faux. Hein. Un troisième éditeur a déclaré des coûts compris entre 110 et 350 millions de dollars pour les versions récentes. Un quatrième éditeur a déclaré que les budgets allaient de 90 à 180 millions de dollars, donc du simple au double. Le marketing allant de 50 à 150 millions de dollars. Putain, c'est incroyable quand même. Vous imaginez le nombre de thunes qui balancent dans le marketing, alors qu'il y a certains jeux qui pourraient fonctionner juste avec le bouche à oreille, et qui ont fonctionné juste avec le bouche à oreille. C'est quand même incroyable, hein. De balancer par exemple là 150 millions de dollars dans du marketing, alors que vous sortez un bon jeu en mettant les 150, vous le mettez sur les 180 millions, vous faites un jeu à 300 millions de dollars de développement, un peu de marketing quand même, et si le jeu est pépite, le bouche à oreille fera son taf en fait. Et il se vendra comme des petits pains, les gens en parleront partout. Mais non, c'est vrai que c'est plus simple de faire un jeu moyen et on verra ce qui se passe après si on développe du contenu dessus en plus. Et par contre, on balance à mort du marketing pour pousser les ventes day one ou genre les premières semaines. Et puis en fait, après, tout se casse la gueule, les gens quittent le jeu et tout parce que c'est nul à chier. Coucou Marvel's Avengers.
Et coucou, comment il s'appelait? Babylon Fall. Voilà. Son jeu le plus cher a coûté 660 millions de dollars à développer avec un budget marketing de 550 millions de dollars. Là, je suis sûr que c'est Take-Two. C'est sûr. Take-Two avec soit... Bah si, c'est sûr, c'est RDR2. Ça, ou alors c'est Cyberpunk. Mais il me semble que... Ah, je sais plus. Mais voilà. Coucou, hein. C'est incroyable. L'AMC souligne cela comme une preuve qu'il est peu probable que les entreprises puissent raisonnablement remplacer Call of Duty de sitôt, mais cela montre également à quel point le développement de jeux à gros budget est insoutenable. Avec des blockbusters comme Suicide Squad et Starfield, qui coûtent une tonne et mettent une éternité à sortir, les pressions et les risques associés à leur succès ou à leur échec sont plus importants que jamais. C'est une recette pour le désastre et les éditeurs continuent également de se retirer dans leurs franchises les plus fiables. Ubisoft a été franc sur le fait de doubler Assassin's Creed et Far Cry, tandis que près de la moitié de la génération actuelle de consoles, les fans de PlayStation attendent toujours que Sony prenne une tour sur les nouvelles IP, donc les nouvelles propriétés intellectuelles, donc les nouvelles franchises. Sean Layden, ancien président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, a prédit en 2020 que l'ère de la PS5 pousserait ce calcul au point de rupture. Je ne pense pas que dans la prochaine génération de consoles, vous puissiez prendre ces chiffres et les multiplier par 2 et vous attendre à ce que l'industrie continue de croître, a-t-il déclaré à l'époque. Certaines des plus grandes sociétés de jeux semblent déterminées à essayer de faire exactement cela. Et ouais, malheureusement ils vont miser que sur les grosses franchises, parce qu'au prix du développement d'un jeu, on ne peut pas prendre de risques, c'est normal. Enfin c'est normal. C'est con pour la créativité, moi j'accorde beaucoup de place à la créativité. Peu importe la proposition, si un jeu a ne serait-ce qu'un peu de créativité, un peu de saveur, mais c'est excellent. C'est excellent, même si ça en fait pas le jeu de l'année évidemment. Mais oui, genre ils veulent pas prendre de risques sur leur franchise en fait. Donc c'est logique. Côté business, c'est complètement logique. C'est chiant pour les joueurs, pour nous, mais côté business, faut les comprendre quoi. Enfin bon, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc les jeux coûtent de plus en plus cher et c'est des budgets complètement pharaoniques. C'est des chantiers complètement pharaoniques et ils mettent un pognon de dingue. Vous vous rendez compte ici, 550 millions de dollars dans le marketing pour un jeu qui a coûté 660. Donc 110 millions de plus pour le développement. En fait, vous développez un jeu, vous avez une enveloppe qui fait ça, vous prenez ça en marketing, ça en développement. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, c'est compréhensif. On vit dans le monde de la publicité, donc de toute façon, enfin dans l'ère de la publicité maintenant. Enfin bref, voilà ce que je voulais montrer, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, lâcher un like. Vous pouvez me suivre sur Twitter, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, prenez soin de vous, ciao.